Donc, ce sont des conférences organisées conjointement par l'Association France-Grande-Bretagne, une association qui existe depuis plus d'un siècle pour améliorer les relations entre le peuple français et le peuple britannique, fondée donc en 1916, où voilà, il y avait une expérience commune extrêmement forte. Et moi, je suis président de l'autre association qui organise le CRECIB. C'est une organisation de chercheurs universitaires qui écrit et qui fait de la recherche sur la société britannique, que ce soit sciences politiques, histoire, études culturelles, etc. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux, je suis très heureux d'accueillir Louise Dallingwater, qui est professeur à la Sorbonne Nouvelle, si j'ai bien, Sorbonne Université, ça s'appelle maintenant, voilà. Elle a beaucoup écrit sur le système de santé britannique qui pendant les années a été souvent loué et souvent critiqué. Donc voilà, je vais lui laisser la parole pour vous parler de le système de santé publique britannique, gouvernance, enjeux et perspectives. Il va falloir que tu te mettes devant. Merci. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier chaleureusement John Mullen de m'avoir invité pour vous parler de NHS, le système de santé britannique, National Health Service. Donc, quand je parle maintenant de NHS, vous saurez que je parle effectivement de ce système de santé britannique. Je voudrais également remercier l'Association France-Grande-Bretagne, plus généralement pour l'invitation. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler du système de santé publique britannique. Donc, c'est-à-dire la grande organisation publique britannique au Royaume-Uni. Donc, c'est vraiment, je pourrais passer des heures de parler de cette organisation de santé, mais j'ai décidé de parler de la gouvernance en question tout d'abord, donc les nouveaux acteurs publics, les nouvelles règles. Et en fait, la transformation qui était très importante depuis les années 70, où on voit en fait une réduction du poids de l'État et aussi un rôle plus important pour le marché dans le secteur de la santé. Et la marchandisation du NHS, certains parlent de la privatisation, mais en fait, il s'agit de la marchandisation. Et aussi, enfin, pour finir, avec les enjeux actuels du NHS. Donc, il s'agit d'une organisation énorme, monolithique. En fait, le NHS, c'est le 5e plus grand employeur au monde. Après, donc, Walmart, McDonald's, the People's China's Army et l'armée américaine. Et la plupart des Britanniques accordent, en revanche, une place très particulière au National Health Service. C'est vraiment dans le cœur des Britanniques. Pour eux, c'est vraiment loin de l'image du monstre bureaucratique trop grand pour être contrôlé. Donc, ils pensent que vraiment les ingrédients essentiels du bien public sont vraiment fait partie du NHS. Et même en Angleterre, la seule nation du Royaume-Uni qui a peut-être connu la plus grande transformation de la prestation des soins de santé publique depuis la séparation régionale de la gestion de la santé entre l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord et l'Écosse. En fait, vous voyez les images, en fait, on peut acheter des posters pour célébrer les NHS, les pins, il y a même des bonbons en forme de cœur qui sont spécialement pour le NHS. Donc, vous voyez en fait un peu l'importance de ce système pour la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne a été le pionnier du système de Beveridge en créant le NHS en 1948. Donc, il dispose d'un système national de services de santé et utilise ce qu'on appelle une modèle à payer unique. Et là, en fait, selon lequel les soins de santé sont gratuits au point de l'utilisation, ils sont payés par les impôts et les travailleurs de la santé sont en fait essentiellement des employés du gouvernement ou fonctionnaires, mais qui est un petit peu différent de ce qu'on comprend par le fonctionnaire en France. Et la Grande-Bretagne, comme la plupart des pays de l'OCDE, dispose d'une couverture universelle ou quasi universelle des soins de santé pour
un certain nombre de services essentiels et coûteux, comme les consultations de médecins et des spécialistes, tests, examens, procédures chirurgicales et thérapeutiques. Donc, en fait, les dépenses publiques couvrent 80% de l'ensemble des coûts de santé dans ce pays. Après, les soins dentaires et les médicaments sont en général souvent exclus de la couverture, mais les médicaments peuvent aussi être garantis pour vraiment un plancher pour que ça ne dépasse pas un certain niveau de dépenses pour les Britanniques. Donc, ce type d'aide a une portée universelle car le citoyen est couvert et non pas seulement le travailleur. C'est là un peu la différence entre le Royaume-Uni et la France. Et on peut dire, en fait, et ça a été annoncé par les études de l'Organisation mondiale de santé, d'autres institutions internationales, que les systèmes financés par l'impôt tendent à garantir un accès plus égal et plus universel à la santé pour les citoyens. Donc, la majorité de la population active britannique cotise au système de santé publique. Et donc, ils reçoivent un traitement, des prestations de santé gratuites au point de l'utilisation. Néanmoins, environ 10% de la population est couverte par une forme d'assurance maladie privée complémentaire. C'est souvent, en fait, des grandes organisations, des grandes entreprises qui veulent aussi que si, par exemple, vous avez un problème de genou, vous n'avez pas une liste d'attente trop longue. Donc là, ils ont une couverture privée complémentaire. On voit malheureusement de plus en plus de recours au secteur privé. Et puis, je reviendrai plus tard sur cette question de liste d'attente pour les soins de santé. Donc, la NHS a été fondée sur deux textes de la loi datant de 1948. La loi sur la NHS a été créée, a en fait créé le Service national de santé. Mais il y avait aussi une autre loi importante, la loi sur l'assistance nationale. Et là, on voit que cette loi a chargé les autorités locales de fournir une aide sociale aux personnes handicapées, malades et âgées, donc l'assistance sociale. Donc, ces deux lois ont mis fin aux lois d'assistance publique de Poor Law, mais l'aide sociale est depuis lors fournie sur réserve de besoins et de ressources, et on voit qu'une grande partie de l'aide sociale est donc financée par des fonds privés. Je ne reviendrai pas trop sur les questions de l'aide sociale aujourd'hui parce que déjà, il y a quoi dire sur le système de santé publique, donc les soins curatifs de NHS. Donc, le premier point que je voulais aborder, c'est la question de la gouvernance qui est très important quand on étudie le National Health Service, le NHS. Et Pizzi décrit la gouvernance comme une manière de penser l'action publique plutôt qu'un dispositif précis. Et en fait, il souligne que le terme gouvernance est utilisé pour décrire les transformations de l'État moderne. C'est également un concept à la mode qu'on associe à la transparence, à l'éthique, à l'efficacité de l'action publique, si nous souhaitons mettre en valeur les transformations de l'État. Mais pour ces détracteurs, la gouvernance représente le retrait de l'État et l'imposition d'une politique néolibérale qui prône plus de gouvernement, mais de la gouvernance. Donc, ces détracteurs accusent l'imposition d'une pensée managériale, insidieuse ou encore un capitalisme techniciste. Et cela a été notamment renforcé avec l'arrivée du concept de corporate governance, c'est-à-dire la pratique de la gouvernance de l'entreprise. C'était déjà pratiqué dans les grandes entreprises, mais le Royaume-Uni a été l'un des premiers pays de l'appliquer également les pratiques de la gouvernance d'entreprise dans le secteur public, avec l'émergence de nouveaux modèles de gestion tels que le New Public Management. En fait, ces réformes du nouveau management public, terminologie qui était en fait utilisée bien plus tard, pour la première fois en 90 par Christopher Wood, en fait, là, on dessine le fait d'insuffler l'esprit d'entreprise dans l'appareil de l'État. En fait, cette idée de faire fonctionner les services publics selon les logiques du marché. Mais le nouveau management public est en fait très difficile à définir parce qu'il s'agit d'un ensemble de techniques plutôt qu'un paradigme ferme.
Et ce n'est que 10 ans après sa mise en application, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on l'identifie comme un cadre. Et Christopher Hood définit alors la nature et la pratique du nouveau management public dans un article en 91. Et donc, c'est très important pour ce que je vais dire par la suite de comprendre ce nouveau management public. Il s'agit en fait de gestion professionnelle et pragmatique, des normes explicites et mesures de performance, un meilleur contrôle de la production, un passage à la désagrégation des unités dans le secteur public et une introduction d'une plus grande concurrence dans le secteur public, une mise en place d'un système et technique de gestion basé sur celui du secteur privé, discipline et rationalisation des ressources. Mais pourquoi, en fait, on voit ce pratique de gouvernance par le marché? Pour comprendre, en fait, il faut remonter aux années 70 pour expliquer ce nouveau paradigme. Après la Seconde Guerre mondiale, on assiste à en Grande-Bretagne, comme en France d'ailleurs, une augmentation sensible de l'intervention de l'État, nationalisation, grande industrie, augmentation des dépenses publiques, et notamment la création d'un vaste État-providence. Donc, on sait que c'était à cette époque que le NHS a été créé. Cependant, vers la fin des années 60, la politique de la demande d'inspiration keynésienne commence à vraiment montrer ses limites. Et le Royaume-Uni se trouve confronté à un déficit budgétaire qui s'est intensifié dans les années 70 avec la croissance des dépenses, vraiment à un taux plus élevé que le revenu de la fiscalité. Les dépenses sociales, par exemple, ont augmenté à un taux annuel de 5,9%, alors que le PIB n'augmente que 2,6%. Un travail sur 5 travaille dans le secteur public et en 1976, contre 1 sur 10 dans les années 30. On voit que les gouvernements de toute allégeance politique cherchent alors à réduire les dépenses de l'État face à la crise fiscale. On peut ajouter aussi la crise que vous connaissez bien aussi de 73, le choc pétrolier, également l'apparition de la stagflation, donc ça veut dire la faible croissance, chômage élevé et une forte inflation. Et ça exacerbe le déclin relatif de l'économie britannique. Donc, il est devenu de plus en plus clair que les problèmes de l'économie britannique ne pouvaient plus être résolus par ces politiques axées sur la demande. Alors, on voit de nombreux travaux d'inspiration libérale qui ressortent des placards. The Road to Serfdom, donc la route de servitude de Friedrich Hayek, qui s'offusque de la planification qui a mené, selon lui, à la dictature et prétend que le dirigisme économique mène à la suppression de la liberté. Et en fait, cet ouvrage a été pris au contexte plus que 30 ans plus tard, et ces propos sont en effet utilisés par la Nouvelle Droite, qui arrive au pouvoir en 79 sous la direction de Margaret Thatcher, pour prôner la liberté économique. Milton Friedman préconise aussi en 62 la limitation de l'État et de l'État, et pour lui, c'était une façon de mettre les ressources ainsi dégagées à la disposition des entreprises privées. Bacon et Altis de 1976 accuse la concentration des ressources dans le secteur public d'avoir fait une sorte d'effet de fiction sur le secteur privé. Buchanan et Tulloch, de 62, c'est des théoriciens des choix publics, critiquent les organismes publics pour leur tendance à trop étendre les activités au-delà de ce qui est considéré économiquement nécessaire. Et l'ouvrage de Leslie Chapman, qui était lui-même un fonctionnaire, parle de Your Disobedient Servant, votre servant désobéissant. Il détaille comment des vastes sommes d'argent public ont été gaspillées par des fonctionnaires inefficaces et qui sont devenus trop puissants, en s'opposant aux réformes qui tentaient tant bien que mal de rendre les travaux de la fonction publique plus efficaces. Et encore, mes collègues et camarades britanniques connaissent bien probablement la série télévisée Yes Minister, qui a également servi de souligner le cas des fonctionnaires improductifs. Alfred Robert, dans Healthcare Politics de 1975, décrit les médecins
comme des monopoles professionnels avec un pouvoir surdimensionné dans le secteur de la santé publique. Donc, on voit en fait vraiment une mobilisation contre le secteur public et la pratique habituelle en place dans les années 70. S'appuyant sur ces travaux dans les années 80, les gouvernements de Margaret Thatcher cherchèrent à réduire la taille du secteur public. Donc, on assiste, comme vous le savez probablement, à un vaste programme de privatisation dans le secteur du transport, communication, énergie, l'eau, pour permettre, selon eux, une utilisation plus efficace des ressources, tout en encourageant l'initiative privée. Mais même dans les services publics comme l'éducation et la santé, qui n'ont pas été vendus au secteur privé complètement, il était aussi question d'introduire un nouveau mode de fonctionnement dit plus efficace pour contrôler des dépenses publiques et axer sur le mécanisme du marché. Donc, ce qu'on vient de décrire auparavant, le New Public Management. Donc, la privatisation, la marchandisation des NHS est une débat très sensible dans ce contexte où on prône, le gouvernement en place à partir de 1979 prône une supériorité des mécanismes du marché. Mais on voit qu'en fait, les gouvernements successifs, depuis la fin des années 80, ont progressivement mis en place un système qui permet aux prestataires privés de se faire concurrence pour offrir des services au NHS. Donc, le vaste projet de libéralisation engagé dans les années 80 a vraiment entraîné une plus grande mixité des services publics et privés au service de santé nationale. Même si on a tous ces services qui restent gratuits au point de l'utilisation, il y a quand même des mécanismes du marché pour gérer le système de santé, également énormément de prestataires privés qui proposent ces soins aux Britanniques. Donc, revenons en fait au début des années 80. Et je ne me suis pas trompée, on est bien dans un supermarché, l'un des plus grands supermarchés au Royaume-Uni qui s'appelle Sainsbury's. Donc, on a plusieurs supermarchés, mais des chaînes de supermarchés, Sainsbury's. Et là, en fait, on se retrouve avec Roy Griffiths, qui est directeur général de Sainsbury's. En fait, c'était le gouvernement de Thatcher qui fait appel aux acteurs du secteur privé. Et en 1983, elle a fait appel à ce Roy Griffiths, qui est le CEO de Sainsbury's, de mener une enquête sur la gestion des services publics de santé. Et le rapport Griffiths, publié à la suite de cette enquête, a joué un rôle primordial dans l'établissement d'une nouvelle gouvernance dans l'NHS dans les années qui suivent cette publication. Griffiths affirme que si Florence Nightingale portait sa lampe à travers les couloirs de NHS aujourd'hui, elle serait presque certainement à la recherche des responsables. Il conseille ainsi le gouvernement de créer une direction plus forte pour mettre davantage l'accent sur la qualité de service et d'assurer une meilleure satisfaction du client. Le client, on parle du patient ou des usagers des services de santé. Les directeurs des secteurs privés et publics ont ainsi été nommés pour gérer les hôpitaux. Ensuite, on voit la mise en place du marché dit intérieur et on voit la base du financement modifiée. Les hôpitaux sont devenus des sociétés financièrement indépendantes et ont l'obligation de générer des revenus pour survivre. La création du marché intérieur a permis l'entrée d'un certain nombre de prestataires privés, mais à l'époque encore, des plafonds ont été imposés aux services sous-traités au secteur privé. Malheureusement et assez étrangement, la participation du secteur privé a été renforcée à partir des années 60, fin des années 70 sur le gouvernement de New Labour. L'appel d'offres concurrentielles obligatoire a été remplacé par ce qu'on appelle les partenariats publics-privés, que vous connaissez probablement, qui existent aussi en France, pour externaliser des services pour le secteur privé.
Il y avait une unité de prestation de services du Premier ministre qui a été spécialement créée pour gérer et appliquer la gestion de la performance, les indicateurs de la performance et les accords de service public. En fait, l'externalisation des services de santé auprès d'entreprises privées est en réalité plus importante sous New Labour que sous les gouvernements conservateurs précédents, en sachant qu'on reste toujours sur une gratuité pour la population. New Labour a développé les partenariats publics-privés dans l'NHS en créant aussi, par exemple, le Local Improvement Finance Trust. En 2008, 48 LIFT, ou Local Improvement Finance Trust, de NHS avaient été conclus avec d'autres partenariats. Sur le New Labour aussi, et dans le but de réduire les listes d'attente des patients, je reviendrai sur ces questions prochainement, un programme de centres de traitement indépendants, des Independent Sector Treatment Programs, a été créé. Mais là, en fait, où on a beaucoup plus de controverses, c'était en fait avec le Private Finance Initiative. Private Finance Initiatives sont mises en place en 1992 sous le gouvernement conservateur de John Major, mais il devient plus répandu à partir de la fin des années 90 avec l'arrivée au pouvoir de New Labour. En fait, il s'agit de confier à un partenaire privé la conception, la réalisation et l'exploitation d'équipements de services publics. Ces PFI sont conclus pour la construction, par exemple, d'hôpitaux. Ils ont néanmoins été très critiqués. Alors, les défenseurs de ce type d'investissement soutiennent que ces PFI permettent au projet d'être achevé plus rapidement. Mais en fait, en réalité, il s'avère que ces PFI sont plus coûteux. Malheureusement, ils verrouillent les NHS dans des contrats à long terme et les fournisseurs, les prestataires doivent souvent être soutenus par d'autres sources de financement. Ils ont été fortement critiqués par la presse et les services sous-traités à des sociétés privées ont conduit à des licenciements obligatoires juste dans l'espace de quelques années, de 2010 à 2012. Les licenciements obligatoires de 4 620 employés et 2 430 licenciements volontaires. Et depuis, entre 2010 et 2018, plus de 30 maternités NHS et 42 unités d'urgence ont été fermées ou déclassées. Jusqu'en 1990, les hôpitaux n'avaient pas à payer de frais pour le terrain, bâtiments et actifs, mais les hôpitaux de PFI doivent payer plus de 15% des coûts d'exploitation annuels. Les PFI ont également entraîné une réduction de 30% des lits d'hôpitaux, des fermetures d'hôpitaux. Donc, on voit des manifestations ici devant les hôpitaux à cause des fermetures. Et pourquoi? Parce que les hôpitaux sont souvent fermés parce que le gouvernement ne permet pas aux hôpitaux PFI de faire défaut sur leurs dettes. Alors, c'était vraiment en 2018, en revanche, qu'on voit vraiment les PFI sous le feu des critiques. Et là, c'était à cause de l'effondrement de l'entreprise Carilion, qui avait contracté un certain nombre de PFI auprès des hôpitaux de NHS. En fait, on voit, mi-janvier 2018, la construction de 2 hôpitaux, Liverpool dans le nord-ouest du Royaume-Uni et dans les Midlands, des projets très, très chers. En fait, ces projets se sont avérés avoir un coût trop important, mais sous-estimé par l'entreprise Carilion. Et ces entreprises qui réalisent des projets fonctionnent avec des faibles marges bénéficiaires ou avec une perte. Mais ces entreprises privées trouvent le compte parce qu'ils sont prêts à accepter de tels contrats parce qu'elles reçoivent une grosse somme d'argent en amont qu'ils peuvent utiliser pour rembourser d'autres dettes. Et c'était le cas de Carillon, mais ils ont sous-estimé et faillite. Donc, à partir de 2018, l'automne 2018, le gouvernement a annoncé la fin de PFI, mais force est de constater que le Health and Social Care Act de 2012
en parallèle, ne fait qu'augmenter le part du secteur privé dans la prestation de soins de santé publique. Les hôpitaux peuvent désormais gagner beaucoup plus d'argent en sous-traitant au secteur public, jusqu'à 49% de leurs revenus totaux en proposant des services privés. Et en fait, cela se traduit par non seulement augmentation de la sous-traitance au secteur privé, mais également les prestations des services privés aux clients privés payants au sein de l'NHS. Donc, que ce soit les clients internationaux ou les patients internationaux ou les patients britanniques qui peuvent effectivement décider qu'ils ne veulent plus attendre 18 mois pour une opération de genou et qui sont prêts à payer pour get to the front of the queue et avoir tout de suite les services de soins privés. Et donc, on voit que les médecins, beaucoup plus libres maintenant à partir de cette loi de 2012, qui commencent à vraiment investir dans le secteur privé tout en parallèle avec le travail du NHS, du secteur public, ce qui n'était pas possible avant. Et en mars 2018, une enquête sur l'état de la privatisation des soins de santé en Grande-Bretagne a été réalisée par ce Centre pour la santé et l'intérêt public britannique. Il a été constaté que le revenu total généré par le NHS auprès des patients privés qui paient pour les soins avait augmenté de 16% au cours des 4 années qui avaient suivi l'adoption de la loi de 2012. 131 000 lits du NHS ont été occupés ou mis d'à côté pour ces patients privés. Ça peut paraître pas grand-chose, mais le problème, et puis on va évoquer ça dans un instant, mais le nombre de lits du NHS est en diminution constante et les taux d'occupation sont souvent à des niveaux dangereux. Donc on parle de 95% de taux d'occupation en hiver. Alors, maintenant, on va parler des enjeux. Et puis, en fait, c'est tout ce que je viens de vous dire sur l'évolution du système de santé a effectivement contribué, en fait, à ces enjeux du secteur que nous confrontons actuellement au NHS. La première question est sur, en fait, la qualité des soins. Certains commentateurs affirment que l'introduction du marché par le biais de l'externalisation de services publics à des acteurs privés a entraîné une baisse de la qualité des services. Pourquoi? Parce que ces entreprises privées cherchent à remporter les appels d'offres en dépensant le moins possible pour le service et en maximisant le profit. On a quand même des systèmes de classement de santé qui sont pour le moindre un peu doutables, surtout celui du Commonwealth Fund, qui a classé le Royaume-Uni au premier rang parmi les 11 pays. Mais la plupart des classements, et je parle de l'OCDE qui rentre un peu plus en détail, sur d'autres critères, ont identifié certaines faiblesses dans les soins en Angleterre. Cette organisation constate que le Chili, la Pologne et le Royaume-Uni seraient vraiment à la traîne en termes de survie après différents diagnostics de cancer. Le personnel se retrouve pressé pour améliorer les niveaux de soins dans de nombreux domaines et qui sont considérés comme inférieurs parfois à ceux des pays comme la Turquie, le Portugal et la Pologne. En 2015, déjà, l'OCDE a indiqué qu'il faudrait près de 75 000 médecins et infirmières supplémentaires pour pouvoir atteindre les normes en vigueur dans les pays similaires. Depuis le rapport de 2015, la situation ne s'est guère améliorée et le Royaume-Uni compte toujours moins de médecins et d'infirmiers au service de la population que de nombreux pays de l'OCDE. On parle de 2,8 médecins par 1000 habitants comparé à 3,5 dans les pays de l'OCDE et 7,8 infirmiers pour 1000 habitants comparé à 8,8 dans les pays de l'OCDE en moyenne. Mais un grand problème en fait au Royaume-Uni
faut dire, c'est ces listes d'attente qui ne cessent d'augmenter. Et donc, c'est un critère afin d'offrir des soins de qualité. On voit de plus en plus de patients alors tourner vers le secteur privé pour les soins. Puis à Hong Kong, en fait, on accuse également l'introduction des méthodes du secteur privé d'avoir mené à des défaillances médicales et d'encadrement. Et là, en fait, on a l'exemple d'un hôpital à Stafford qui a en fait remarqué qu'il y avait un taux très élevé de mortalité plus que normal. Ensuite, il y avait des plaintes, des négligences de la famille des patients. Et donc, une enquête, donc c'était pendant la période de 2005 et 2008. Et par la suite, il y a en fait ce rapport indépendant qui a été mené, qui a aussi écouté, qui a pris des témoignages des patients et qui a remarqué quand même des négligences assez effrayantes. Donc, en fait, là, en anglais, on voit, par exemple, l'une des témoignages. Donc, je vais lire, c'est un petit peu dur à supporter, mais she didn't have a stitch of clothing on. Elle n'avait aucun vêtement. Donc, c'était la maman des personnes qui a porté plainte. She would have been horrified. She was completely naked, donc dans son lit d'hôpital. Elle était complètement nue. And she was covered in feces. It was on her hair, in her eyes, in her nails, on her hands, and all over the cot side. Donc, en fait, elle a été laissée comme ça. So many people must have walked past and seen her. Why didn't somebody go to help? Donc, en fait, la négligence, les gens passaient, les infirmières, elle était là dans cette situation vraiment critique. On avait aussi des rapports, en fait, qu'on ne donnait pas, les patients ne donnaient pas à boire aux patients. En fait, les patients, souvent, ils buvaient, en fait, dans les vases de fleurs que la famille a emporté, donc, tellement qu'ils avaient besoin d'eau. Donc, il y avait vraiment un problème qui n'a pas été. Pourtant, il y avait tous ces critères d'évaluation qui ont été mis en place, dont je vous ai parlé, qui n'ont pas, en fait, relevé ces problèmes. Donc, ce rapport français souligne que l'accent mis sur le marché dans la gestion de l'hôpital Stafford s'est traduit par manque de coopération entre les professionnels de santé et donc ces négligences graves vis-à-vis des patients. Cela a aussi conduit à un taux de mortalité élevé dans l'hôpital lié à cette négligence. L'autre enjeu vraiment très important que dont j'ai déjà parlé quand on parle des problèmes de qualité, c'est la pénurie des travailleurs et du personnel de santé. Des études ont montré que l'accent mis sur les techniques de gestion de performance avec des systèmes d'objectifs fondés sur les mesures de performance a sapé le moral des travailleurs et même, comme on a vu précédemment, conduit à des défaillances du système. Il y a une vaste littérature qui existe sur ce sujet qui a montré que ces changements organisationnels ont eu un impact sur l'autonomie et le bien-être du personnel en raison de l'évolution de procédures, des mesures de performance, aussi une réduction de rémunération et d'autres éléments similaires qui peuvent accroître le stress et la charge du travail. On considère que la fatigue liée au changement organisationnel s'exprime par l'appétit, le désengagement, l'épuisement, le burn-out pendant et après les périodes de changement. Donc, notamment, il peut y avoir des cas beaucoup plus dramatiques, mais l'un des problèmes est effectivement les départs du personnel et aussi le risque des pénuries futures. Donc, les données récentes de la British Medical Association, donc le syndicat des médecins au Royaume-Uni, ainsi que le King's Fund, soulignent que ces pénuries continuent à perdurer. On voit que les employés peinent vraiment à recruter. Les postes vacants restent une préoccupation majeure. On estime en fait que 112 000 le nombre de postes actuellement non pourvus dans le NHS. La demande pour les services de NHS augmente, comme en France et ailleurs,
mais le service de santé n'a pas été en mesure de recruter et de retenir suffisamment de personnel pour suivre le rythme. Certains postes permanents, soit temporairement, ont été remplacés grâce au système de l'intérim, mais cette situation est très coûteuse et il ne résout pas le problème. Pour répondre à ce problème, il y a eu plusieurs solutions. Le premier est de demander à ceux qui sont là d'effectuer des heures supplémentaires, mais sans une compensation financière jugée insuffisante. Et on voit qu'à plusieurs reprises, mais notamment ces derniers temps, en fait, que la voix des organisations professionnelles face à ces difficultés actuelles s'exprime lors des grèves. C'est très rare, en fait, en Angleterre, qu'il y ait des grèves du personnel de soignants, mais là, on voit de plus en plus parce que c'est vraiment un déficit critique. Et donc, on voit le Royal College of Nursing, qui donc l'organisation des infirmières, des syndicats des infirmiers en Royaume-Uni. Personne ne veut devenir infirmier aujourd'hui. Ce n'est plus gratifiant, on n'est plus assez bien payé, on n'est plus reconnu pour ce qu'on fait. Et donc, une étude menée par les prestataires de NHS sur la pénurie du personnel a relevé que les dirigeants de 2/3 des hôpitaux estiment que le manque de personnel constitue le principal obstacle à la prestation de soins de santé de qualité. Et donc, plusieurs solutions sont proposées pour faire face à ce problème. Donc, j'ai noté les deux. Le troisième aussi, la transformation. On pense que la transformation numérique va résoudre tous les problèmes. Donc, c'est le dernier point que je vais évoquer aujourd'hui. Les deux premiers sont importants à mentionner. Le premier, c'est la question de la déprofessionnalisation. Par déprofessionnalisation, il faut entendre le fait de confier des tâches relevant aujourd'hui de professionnels de santé à des non-professionnels ou des professionnels de qualification inférieure ou différents, moins rémunérés, bien sûr, pour ces tâches. Et l'Organisation internationale du travail, en 2019, estimait que 40% de personnel de santé sera constitué de ces travailleurs polyvalents, précaires, peut-être moins qualifiés aussi d'ici 2030. Donc, on voit la situation que, en fait, c'est les formatiques d'emploi qui risquent de se développer. Et avant, c'était plutôt des emplois accessoires. Mais là, on voit de plus en plus des contrats 0 heure, aussi un arrangement selon lequel les travailleurs n'ont aucun travail garanti. Et de plus en plus, en fait, au départ, c'était utilisé pour les emplois peu qualifiés. Et là, on voit de plus en plus pour vraiment les services de spécialité, cardiologie, etc. Une autre solution qui a été proposée, c'est le recrutement international, qui peut vous sembler un peu paradoxal avec le Brexit, où on a fait fuir tous les travailleurs de l'Union européenne. Mais en fait, le NHS ne pourrait vraiment pas fonctionner depuis toujours, même avant Brexit, sans sa main-d'œuvre internationale, qui représente près d'1 personne sur 5 travaillant dans les services de santé. Alors, on parle ici, dans ce poster et dans le toolkit, d'un recrutement international éthique. Qu'est-ce qu'on veut dire par un recrutement international éthique? Ben, dans les années 60, en fait, le recrutement n'était pas du tout éthique. Ça veut dire, en fait, on faisait appel aux travailleurs, notamment de Caraïbes ou autres, pour venir travailler. Et en fait, ces travailleurs étaient toujours sur des postes peu qualifiés et avec très peu d'occasions ou d'opportunités d'évoluer dans la carrière. Maintenant, on dit qu'on fait autrement, en fait, qu'on se soucie en fait d'une évolution de carrière de ces travailleurs internationaux. Donc ça, c'est une solution, mais l'autre possibilité, donc, pardon, j'avais juste oublié un mot sur cette question-là. Donc, la politique d'immigration actuelle du Royaume-Uni peut permettre au personnel de santé et de soins sociaux de demander un visa pour travailler au Royaume-Uni pendant une période maximale de 5 ans. Donc, c'est ces visas qui sont en fait temporaires. Donc, je vais vraiment finir avec la question de la transformation numérique.
Parce que c'est vu comme une façon, quelque part, de pouvoir faire des gains de productivité. Mais c'est aussi très important actuellement, mais pas seulement, bien sûr, au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, les transformations en matière de santé et de soins à distance ont été particulièrement importantes depuis la pandémie de COVID-19. Donc, on parle de la télémédecine, télésoins, systèmes d'information clinique, dossiers médicaux et de santé électronique, réseaux d'information régionaux et nationaux intégrés, des références et aussi des ordonnances électroniques, les registres des maladies, autres systèmes non cliniques, santé sur votre portable, donc santé médicale et publique fournie sur le téléphone mobile, pour les dépistages, le suivi, etc. Nanotechnologie, etc. Et puis, il y a eu un logiciel Accurix qui a permis vraiment la mise au point et une fonctionnalité de téléconsultation et qui est aujourd'hui largement utilisé dans 6700 cabinets médicaux au Royaume-Uni. Donc, on voit la consultation en ligne en doublé. On passe de 900 000 à plus de 1,8 million pendant la pandémie. Le gouvernement a aussi estimé que le NHS pourrait économiser 12,5 milliards de livres sterling en automatisant entièrement les services de santé. On voit que plusieurs ministres de la Santé font vraiment la promotion de la numérisation de services. Par exemple, Jeremy Hunt, ministre britannique de la Santé de 2012 à 2018, a dit que le NHS devrait devenir le service de santé le plus numérique au monde grâce à cette numérisation de tous les dossiers, communications, etc. C'est pas le cas actuellement, mais un autre ministre britannique de la Santé a souligné à quel point la nouvelle application de santé pourrait révolutionner les soins. Et là, on voit aussi la House of Lords, donc le système non démocratique équivalent au Sénat, mais non démocratique en Royaume-Uni, qui dit en fait que de nouvelles méthodes de travail numérique innovantes, de la robotique avancée, ont la capacité de libérer le personnel pour qu'il passe plus de temps en présentiel avec les patients. Donc tout ça, ça semble très bien. Mais cette vision politique de l'avenir numériser des tâches de soins est contestée et nuancée par le personnel du terrain. Ils émettent vraiment des réserves quant à cette prédiction. Et en 2022, un rapport de la British Medical Association, dont j'ai parlé tout à l'heure, a confirmé ces difficultés. Cette association a interrogé les médecins quant à cette possibilité de réaliser les ambitions de la transformation numérique fixées par les institutions gouvernementales et internationales. Et ces professionnels ont indiqué que, en dépit de leur volonté de changement, la transformation des services de santé, bien loin d'être portée par une vague efficace de numérisation, était en réalité encore entravée par un parc informatique archaïque et obsolète, et en particulier pour l'exercice de spécialités médicales. Le Royal College of Nursing, que j'ai aussi parlé tout à l'heure, donc l'Organisation professionnelle des infirmières au Royaume-Uni, souligne, slide, oui, c'est bon, quant à elle, l'importance de prendre en compte l'activité réelle des soins et les limites qu'elle impose au fantasme de l'automatisation. On dit à une époque où les discours sur l'avenir du travail sont dominés par la mesure dans laquelle l'intelligence artificielle ou robots prendront la place des humains, des fonctions telles que les soins infirmiers qui demandent un niveau élevé d'interaction personnelle et des compétences que les machines ne peuvent pas avoir, comme l'empathie et la capacité à résoudre ces problèmes complexes, devrait en fait de plus en plus valoriser. Donc, pour conclure, je dirais que j'ai tenté, peut-être pas très rapidement, mais de donner un portrait assez complet du système de santé britannique et ses complexités liées au rôle de marché. J'étais assez critique, mais on peut quand même dire, malgré ces frontières floues entre public et privé, la couverture de santé reste une toit universelle
au Royaume-Uni. Mais l'implication du secteur public est évidemment, si on compare en fait au système de santé beaucoup moins généreux d'autres pays anglophones, comme les États-Unis.